Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans sa totalité, le phénomène humain, évolue vers son ultime perfection. Cette perfection, c'est une perfection technique, la paix universelle, la fin des frontières, la fraternité absolue, l'homme qui est entièrement éclairé, donc qui ne représente plus aucun danger pour lui-même, pour ses congénères, ni pour la planète. L'accession au 100% écologique, donc plus aucun impact de l'homme sur son environnement. Donc la maîtrise totale de son environnement, la maîtrise totale de son comportement et la maîtrise peut-être totale de son questionnement, c'est-à-dire où nous allons, qui sommes-nous, d'où nous venons, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, qu'est-ce que c'est que la matière, qu'est-ce qui se passe dans la mort, les questions existentielles. Pardon. Et voilà. Et toutes les grandes questions fondamentales que nous cherchons encore, que des centaines de milliers de jeunes étudiants partout dans le monde cherchent à résoudre, en somme. Voilà, alors ça, évidemment, ça concerne les siècles prochains. Il faudra encore quelques siècles d'évolution pour parvenir à cet état, mais c'est notre destinée. Alors, pour démontrer cette théorie, je m'appuie sur des audios que j'écoute sur France Culture bien souvent. Et là, c'était une série qui était consacrée à Platon, dans une émission qui s'appelait Les Chemins de la philosophie, qui a évolué, qui est devenue, enfin, qui a changé de nom et qui est devenue, changé de nom et d'animatrice, et qui est devenue Avec Philosophie actuellement, et qui est une émission vraiment super intéressante pour ceux qui s'intéressent à la philosophie, à la connaissance, au questionnement, aux grandes questions, quoi. Et qui passe dans la semaine, le matin, entre 10h et 11h, je crois. Voilà. Alors, là, c'est l'épisode 3. Il y a 8 épisodes. J'entame le 3. Purification, mensonge, censure, l'éducation selon Platon. C'est sur les livres 3 et 4 de la République. Donc, je pratique comme ça. Je lance l'audio et puis je commente, voilà, j'en profite pour éclairer ma théorie, en somme. Alors, cette théorie que j'essaie d'exprimer sur le site mécaniqueuniverselle.net, son fondement, c'est pas une perfection technique. La perfection technique, c'est l'écrin simplement de l'humanité. Mais le véritable but que cherche intuitivement à atteindre l'humanité, c'est le ressenti. Ce qu'on ressent dans un tel écrin. Dans une humanité qui a atteint sa perfection technologique, mais technologique, c'est loin d'être de la technologie telle qu'on l'imagine. C'est quelque chose qui est devenu, alors comment dit Platon justement, c'est dans la modération, la société idéale dont parle Socrate dans la République, c'est une société de modération. Et donc, on aura atteint la modération. Bien sûr, il faudra avoir développé la technique, l'avoir amené à sa subtilité absolue. Voilà, que les choses soient... qu'on ait dépassé l'obsolescence programmée, parce qu'il n'y a plus besoin de commerce, il n'y a plus besoin de tout ça. C'est juste une jubilation, en fait, dans cet état de perfection dont je parle. C'est un état de contemplation, d'éveil, d'amour. Voilà, c'est l'amour qui est le moteur de la vie. Et c'est la sensation d'amour, c'est la sensation de bonheur qui est recherchée en réalité. C'est le corps
qui cherchent à atteindre cet état-là. Et le summum de l'amour, c'est l'extase, c'est l'éveil, c'est la béatitude, le nirvana, peu importe comment on appelle cet état transcendantal, mais c'est cet état en réalité qui est cherché. Un état de contemplation, un état de sérénité absolue, et la sensation qu'il y a dans cet état-là, elle est incomparable avec toutes les sensations, même les meilleures sensations qu'on peut avoir dans la vie ordinaire, dans la vie de conscience ordinaire. Là, je suis dans un état de conscience ordinaire, comme globalement la plupart du temps de mon existence. Et donc, dans cet état, même je peux avoir des petits bonheurs. Voilà, j'ai goûté une petite confiture ce matin avec du citron. Au citron, c'était délicieux, etc., sur un morceau de pain. Voilà, c'est un petit bonheur agréable, etc. Il y a tous ces bonheurs-là qui sont l'apanage de l'homme constructeur, de paradis que nous sommes. Nous construisons le paradis, et donc la récompense intuitive par rapport à toutes nos actions pour construire ce paradis, eh bien, c'est les petits bonheurs de l'existence. Voilà, on a droit à ces petits bonheurs de l'existence. C'est pour ça que l'hédonisme, dont parle par exemple Michel Onfray, c'est ce vers quoi l'homme constructeur doit aller. Prendre du plaisir qui n'est pas au détriment d'autrui, mais avec autrui, etc. Voilà, c'est le salaire, en somme, de l'homme constructeur. Nous construisons l'humanité, nous construisons cet état de perfection. Dans 10 ans, ça sera un peu plus avancé. Dans 50 ans, on aura encore construit un peu plus loin. Dans 100 ans, on aura encore construit un peu plus. On se rapprochera encore de cet état de perfection, etc., etc. Et donc, en récompense de ces bons et loyaux services au principe créateur, eh bien, on a droit aux petits bonheurs qui sont en cours dans l'humanité. Voilà. Alors, mais l'extase dont je parle, l'éveil, le nirvana, ça n'a rien à voir avec ça. C'est un état qui est bien au-delà de ça, c'est un état de complétude absolue. On n'a plus besoin d'autrui pour jubiler, parce qu'en réalité, il nous manque, on est, en tant qu'individu, on est déséquilibré, il nous manque quelque chose, et c'est ce qu'on va chercher dans l'amour, c'est ce qu'on va chercher dans l'autre, de combler quelque chose qui nous manque, et de se rassembler, en somme. Et je pense que Platon avait compris tout ça déjà, à cette époque-là. Socrate. Donc, il y a... et dans l'état d'extase, eh ben, on est on s'auto-aime, en somme. Voilà, mais c'est pas un amour narcissique de soi-même. C'est, en fait, on est en équilibre absolu, on est dans un état d'amour absolu, et donc on n'a pas besoin de le recevoir de l'extérieur. On le reçoit tout le temps de l'extérieur, de tout. Il y a une vibration, la vibration de l'univers, c'est de l'amour qui est reçu par l'extatique. Pour avoir vécu une semaine d'extase de façon accidentelle, voilà comment j'explique la chose. C'est comme ça que j'ai ressenti cet état-là, qui est un état incroyable, un état qui dépasse toutes les... voilà, qui dépasse tout. Alors donc, pour démontrer donc cette théorie, je m'appuie sur ces audios. Et bien là, je vais lancer donc l'épisode 3 sur 8, dont l'intervenant c'est Nicolas Sachs, chargé de recherche en philosophie ancienne à l'Université libre de Bruxelles. Il faut remercier tout le temps
ces passeurs, ces philosophes, ces professeurs de philosophie qui sont d'une clarté, d'un amour, d'une bienveillance, d'un désir de transmettre qui est tout simplement incroyable, quoi. Et voilà, ils le font en toute humilité, la plupart, et c'est extraordinaire. Voilà. Donc, je lance et je... Précédemment dans La République de Platon. L'idée même du contrat, si vous voulez, que Glaucon exprime au début du livre 2 de la République, c'est ça qui explique que la justice soit évidemment pour tout le monde un bien que on ne veut que pour ses conséquences. C'est pour ne pas souffrir, au fond, qu'on est juste. Mais au fond de soi, c'est pas ça qu'on veut. Voilà, alors... La République de Platon. C'était les 2 épisodes précédents qui ont été consacrés à Monsieur Lemur. Je me souviens plus de son prénom, Dimitri Lemur. Donc, c'était justement la justice. La justice était en somme recherchée. Socrate dit la justice, c'est un des fondements du bonheur. Il faut être juste pour être heureux. On ne peut pas être... Quand on est injuste, on n'est pas heureux. Pour atteindre le bonheur, il faut être juste et absolument juste tout le temps. Donc, c'est une justice qui est recherchée pour le bien d'autrui, mais pas pour simplement par peur du gendarme, pas par peur des conséquences d'être injuste, qui veut dire qu'en fait, on utilise la justice que parce qu'on a peur d'être puni, de souffrir, mais on s'en fiche d'autrui. Là, Socrate pense qu'il faut élever sa vision à autrui, justement. Même si c'est pas verbalisé, c'est, à mon sens, à ce niveau-là que ça se passe. Et ça préfigure du christianisme qui va venir après, ou du bouddhisme, ou qui est à la même époque, où, en définitive, autrui, on doit aimer autrui comme soi-même. Donc, on ne doit plus faire de mal à autrui parce que on doit le considérer comme nous-mêmes, dans la même dimension. On doit l'aimer en tant que fils de Dieu, en somme. Donc, dans chaque être humain est divin dans le christianisme ou dans le judaïsme, voilà. Et donc, on ne doit pas, on doit tenir compte de ce qu'il est, de lui. Pour la justice, c'est pour lui qu'on l'a fait. C'est pas pour soi, c'est pour lui, c'est pour autrui, en somme, qu'elle est réclamée. De Platon, saison 1, épisode 3. Ça, c'était l'épisode donc 1 à 2. Purification, mensonge, censure, l'éducation selon Platon. Bonjour Nicolas Sax. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. Vous êtes chargé de recherche en philosophie ancienne à l'Université libre de Bruxelles et vous prenez le flambeau aujourd'hui de ce marathon Platon, puisqu'on y consacre 2 semaines à la République de Platon. Dimitri Elmur est venu lundi et mardi nous parler des livres 1 et 2 de la République et aujourd'hui nous allons lire ensemble les livres 3 et 4, ce qui constitue tout un programme, presque un programme électoral, car si Platon devait se présenter à l'élection présidentielle, il expliquerait que le plus important serait de tout miser sur l'éducation. Mais l'éducation de ceux qu'il nomme les gardiens de la République, que vous allez nous présenter aujourd'hui. Il proposerait des mesures qui ne manqueraient pas de susciter la polémique, puisqu'on trouverait une justification du mensonge en politique, de la censure dans l'éducation, et cette idée qui ne manquerait pas d'être controversée d'une purification de la culture, si bien qu'on se demande si Platon, dans le livre 3 et 4 de la République, eh bien s'il devait s'adresser à son peuple, il ne le ferait pas comme ça. Soyez assurés que ma détermination n'a jamais été aussi grande. Pour garantir la sécurité dans la continuité et la stabilité, la République sera bientôt réorganisée et deviendra la première puissance galactique impériale pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité. Alors, je pense que
on est loin de ça chez Platon, à mon avis. Même si, bon, il faut resituer Platon il y a 2500 ans quasiment. Donc, on n'est pas dans le même... dans la même... le monde a changé, on est à un autre niveau. Mais là, je sais pas, l'émission, c'est un film, je sais pas si c'est Star Trek ou quelque chose comme ça. Donc c'est une dictature universelle, une dictature mondiale qui s'impose. Je pense pas que là il y a l'ordre et c'est la dictature d'extrême droite qui reste sur le plancher des vaches, l'ordre et la force en somme. Et on voit bien qu'on est en train de basculer dans une période telle quelle. On en sortira. C'est comme tout. Voilà, l'humanité, elle a vécu des moments comme ça où on ne voit plus l'être humain. L'être humain, il est pas, parce qu'en définitive, là, ça ne parle pas de l'humain dans cet extrait qu'on vient d'écouter. Il y a pas le cœur. Et je pense que Socrate, comme Platon, il y a l'amour d'autrui, il y a l'autre qui est présent, il y a le bonheur de l'être humain. L'être humain est au cœur de ça. Là, l'être humain, c'est l'ordre qui est au cœur de la base. Et donc, on est sur deux mondes, à mon sens, deux mondes différents. Mais on va voir ce qui en est dit après. J'ai pas écouté cette émission. Les plus fidèles auditeurs des chemins de la philosophie auront reconnu la voix de Georges Claes qui doublait Palpatine dans Star Wars en français. Georges Claes qui nous manque tous les jours. Platon n'a-t-il pas tout d'un Palpatine, Nicolas Sachs? Palpatine qui dans l'extrait qu'on vient d'entendre veut réorganiser la République en une société qui repose sur l'ordre. Bon, alors c'est vrai que quand on lit le livre 3 et 4, il y a un peu cette impression de presque de tyrannie ou d'ordre excessif. Mais Platon lui-même pensait que c'était le contraire, que lui, le régime qui essaye de construire ou essaye de déduire est le régime le plus opposé à la tyrannie. Au livre 8, il l'oppose. Donc il faut resituer la tyrannie de l'époque, ce que c'était chez les Grecs. Si Platon pense qu'il était à l'opposé, ça veut dire que même si c'était dur ce qu'il disait par rapport au monde dans lequel il vivait, c'était doux par rapport à la réalité. Il oppose complètement à la tyrannie, aussi bien qu'il l'oppose 729 fois à la tyrannie. Donc lui avait l'impression... Oui, enfin lui-même offre ce calcul. Ah oui, vous allez voir peut-être dans le livre 8. Donc lui, il a l'impression que c'est complètement l'opposé de la tyrannie. Mais en effet, certains penseurs ont, comme vous le suggérez, ont vu dans le livre 3 et 4 principalement Platon comme un ennemi de la société ouverte, un ennemi de la démocratie. Et c'est l'impression que certains de ces textes peuvent donner. Alors, moi, je pense qu'il y a plus à dire, et on va essayer peut-être de voir aujourd'hui qu'il y a plus à dire, mais c'est vrai que c'est une impression qui a existé au cours de l'histoire de la philosophie, que ces textes étaient très, très durs. Oui, c'est ça. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Il y a plus à dire, mais c'est vrai. Il y a une dureté, c'est une façon de le dire, mais effectivement, il y a une conception de l'éducation qui peut paraître choquante aujourd'hui. On va prendre le temps de l'examiner. D'abord, dites-nous, qui sont ces gardiens? Oui, alors, les gardiens, donc, émanent... Il faut resituer aussi comment était l'éducation à l'époque des Grecs. Qu'est-ce qui se passait? Est-ce qu'il s'oppose à l'éducation qui consistait à envoyer les jeunes chasser des esclaves dans les prés pour devenir des guerriers? Je sais pas si je crois que c'est chez Sparte que ça se passait comme ça. Mais bon, donc est-ce qu'il s'oppose à ce type de choses? Émane du passage qu'on a évoqué hier entre la cité saine et la cité malade. La cité malade a des besoins et pour répondre à ces besoins, elle doit conquérir des territoires, donc faire la guerre. Et la conquête de ces territoires implique la constitution... La société malade, c'est ça dont ils viennent de parler. D'une armée.
une armée qui va attaquer les ennemis et défendre les citoyens. Et donc c'est là que naît cette classe de gardiens. Donc ce sont des guerriers, les gardiens. Ce sont des guerriers, en tout cas au début, qui vont attaquer les ennemis et défendre les amis. Et que Platon compare à des chiens de garde. C'est un paradigme du chien. Des chiens de garde qui sont capables de reconnaître les gens qui connaissent leur maître et d'être gentils avec eux, et qui, face aux ennemis, aboient et mordent. Et donc, c'est là qu'il va établir les deux qualités principales que nécessitent les gardiens, qui est d'une part la douceur envers les amis, et d'autre part l'ardeur envers les ennemis. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on va éduquer ces gardiens qui ont besoin de ces deux qualités, la douceur et l'ardeur, dans notre cité. Et c'est ça que les livres 3 et 4 vont examiner en détail. Donc, c'est pas l'éducation de la jeunesse dans la cité, c'est vraiment l'éducation des gardiens dont il s'agit. Alors, mais parce qu'à l'époque, à mon sens, la guerre était permanente. C'était quelque chose qui se pratiquait chaque été, chaque saison. Il y avait une saison de la guerre, il fallait partir, il fallait montrer son courage, c'était ce qui fédérait la société, peut-être. Il y a des choses qui n'ont pas changé, on continue à fédérer des États avec la guerre, on essaye de... il y a encore tout un tas de perversions qui découlent des guerres qui sont menées dans le monde actuel. Mais à l'époque, c'était vraiment systématique. Nous, on a par exemple connu en Europe quelques décennies sans guerre, et c'était très rare. Ça, dans l'histoire, c'est absolument rare. Et en fait, ça veut pas dire qu'on n'a pas mené des guerres, que l'Occident n'a pas mené des guerres à l'extérieur. Il l'a fait, mais voilà, c'est vraiment récent que on peut commencer à penser en termes de paix. Alors, c'est discuté parmi les commentateurs, parce qu'on peut se demander si une moins bonne éducation aiderait la cité pour les autres classes qui vont naître, notamment la classe des producteurs. Donc moi, j'aurais tendance à penser qu'en fait, c'est une éducation qui est généralisée à toute la cité, mais en tout cas, elle est présentée d'abord comme l'éducation de ces gardiens, et comme la tentative de concilier ces deux qualités qui ont l'air d'être complètement inconciliables, l'ardeur et la douceur. Alors, il y a trois classes, donc les gens qui produisent les choses, il y a les gardiens qui sont là pour faire respecter les choses et pour défendre le peuple des ennemis, etc. Puis il y a une classe qui est sans doute les dirigeants, quoi. Je pense. Je l'ai pas entendu, mais c'est ce qui semble... et la douceur. Mais ça veut dire que Platon ne considère pas la possibilité de réfléchir à ce que serait une république idéale sans la désignation d'ennemis. C'est-à-dire qu'il faut quand même se protéger, voire attaquer, pour exister en tant que cité. Alors, les ennemis viennent justement de type de cité dans lequel on est. Vous vous souvenez hier qu'on est passé d'une cité saine, où on remplit uniquement des besoins nécessaires, à une cité luxueuse ou enfiévrée. Voilà, donc on est dans une société, évidemment, et c'est là où c'est vraiment super intéressant, parce que c'est pour ça que dans ma théorie, l'humanité va vers sa perfection, mais c'est l'humanité dans son ensemble. Je précise à chaque fois, c'est l'humanité dans sa totalité. Ça peut pas être un groupe humain qui atteint l'état de perfection, de sérénité, de béatitude, d'éveil, d'extase, pendant que le reste de l'humanité vit comme nous vivons aujourd'hui, parce qu'évidemment il se ferait ravager. Le groupe qui s'est affaibli au point de devenir contemplatif, de devenir des saints en somme, eh bien il est vulnérable, il pourrait pas. Donc c'est bien l'ensemble humain qui doit monter vers cet état de perfection, et donc la société dont il parle, la société saine, c'est une société qui n'a plus d'ennemis, parce que elle n'a pas besoin en somme, elle est plus dans le luxe, etc. Elle a plus besoin d'aller attaquer ses voisins, elle a plus besoin de se défendre parce que y a rien à voler chez elle, puisqu'elle la société saine est arrivée à être dans cet état de modération. Elle est dans la modération, et donc elle a juste le minimum pour manger, pour boire, pour s'aimer, pour se rencontrer, etc. Donc en fait, il y aurait
elle soulèverait plus de convoitises, en somme. Mais ça, c'est la société que voudrait atteindre Socrate. Et c'est là où Socrate, c'est grandiose, parce que là, ça, c'est une société saine. Et par contre, on est dans une société malade. Là, il était dans une société malade. Nous sommes encore dans une société malade. Mais ça fait partie de l'évolution de l'humanité. Cette société malade, c'est grâce à cette maladie, donc à l'hubris, à son désir de dominer, à son désir, à son ambition, à sa quête de richesse, d'aller de devenir un prédateur, etc. C'est toutes ces tendances négatives ajoutées aux tendances positives, la fraternité, le travail commun, voilà, il y a tout ça dans la création. Là, actuellement, il y a les deux forces. Il y a la force prédatrice qui est en train de se mettre en place, qui essaye de se remettre en place en Occident, afin de se renforcer, de redire, voilà, nous sommes les musculaires, on est là, on va faire peur à tout le monde et on va vous piller. Il y a cette dimension qui est là en train de se mettre en place, mais il y a aussi les échanges interculturels, les voyages, les rencontres, la fraternité, l'enseignement voilà, les jeunes qui se rencontrent dans toutes les universités du monde, etc., etc. Il y a tout ça qui est ensemble. Et ça fait la force de la création vers la perfection. Mais on voit à quel point Socrate était un génie, enfin Platon était un génie de l'anticipation, de la conscience. Il a compris qu'une société idéale n'a plus besoin ni de guerre, ni de guerriers, ni rien du tout. C'est ça, c'est pour la société malade dont il parle. Il faut ces guerriers parce que la société est établie sur le luxe et que les Grecs attirent la convoitise des Perses, etc., des autres civilisations. Eux-mêmes, ils veulent aller conquérir des territoires, etc., etc. Et donc, on est Et c'est à partir de là que la guerre commence. C'est à partir du moment où on veut plus et on a besoin de plus pour répondre à des besoins, que ce soit des besoins de la culture en général ou même d'autres besoins, des besoins matériaux. Donc oui, il y a ce passage au livre 2 sur lequel on a insisté hier qui rend nécessaire la classe des gardiens. D'accord, donc c'est pas non plus un appel à l'expansion non, pas du tout. Justement, à la Palpatine, c'est pas transformer la République en empire, c'est pas ça. Non, c'est déduit du passage de la société saine à la société enfiévrée. Comme Dimitri Elmur en parlait hier, la question... Incroyable, l'intelligence de vue de ces professeurs-là, c'est incroyable. Et on voit à quel point c'est difficile quand on n'est pas immergé dans Platon, d'en comprendre toutes les subtilités, évidemment. Quand on lit l'éducation qu'il préconise, c'est extrêmement radical. Mais c'est bien, ça tombe bien, il faut pouvoir le distinguer. Et là, c'est complètement, si on n'a pas compris ça, on passe à côté complètement de la République et de Platon, en fait, et de Socrate. On peut pas comprendre. Donc c'est là où Dimitri Elmur en parlait hier. La question de l'occupation de la société saine, elle reste ouverte pour Platon. Lui pensait qu'il peut-être il y avait pas de philosophie. Il y a d'autres penseurs qui pensent qu'en fait il y avait déjà de la philosophie dans cette cité-là et que peut-être que c'est ça la cité la plus juste. Mais en tout cas, Platon prend en compte l'idée que pour répondre à certains besoins, il y aura en tout cas des combats contre les autres cités, que ça vienne de la cité idéale ou que ça vienne d'ailleurs des autres cités qui ne supporteraient pas cette nouvelle cité. Donc il y a cette classe des gardiens est déduite de cette situation de remplir des besoins et de conquérir des richesses, si vous voulez. Alors dites-nous juste quelles sont les autres classes, quand on parle de la classe des gardiens. Alors, donc la classe des gardiens, c'est celle qui va protéger la cité. De cette autre classe, on peut distinguer la classe des producteurs. Et alors une troisième classe qui est distinguée plus tard dans le livre 3, qui est la classe des auxiliaires. Alors, comment est-ce que cette classe est distinguée ? Ça, c'est intéressant, pas toujours bien noté par les lecteurs, mais elle se distingue par le fait que parmi les gardiens, certains d'entre eux vont arriver à avoir plus le bien public en tête. C'est-à-dire que, au cours de leur éducation, ils vont arriver à conserver l'idée de bien public,
donc ignorer le bien propre, mais de défendre le bien public, en dépit des épreuves qu'ils peuvent traverser. Par exemple, l'influence des sophistes qui vont essayer de leur faire changer d'avis. Par exemple... Ça, c'est vraiment génial. C'est-à-dire que de cette classe d'élite guerrière, en somme, va émerger les dominants. Et ceux-là, ils doivent être tellement intelligents qu'ils ont compris que le bien public, c'est-à-dire le peuple, c'est lui qui doit... Ils sont là pour représenter et pour rendre heureux le peuple. Et c'est ce qu'on a perdu dans les 40 dernières années, les 4 dernières décennies. On a des chefs d'État qui sont à quelque chose près. Il y a quelques-uns qui avaient peut-être le bien public vraiment chevillé au corps, mais on voit qu'on a des chefs d'État qui ont perdu ce sentiment-là. Ils sont là pour faire c'est pas pour le bien public, c'est pour le bien oligarchique qu'ils se laissent hisser dans le truc. Ils n'ont pas une relation réelle, c'est-à-dire véritable. Par la tchatche, oui, ils arrivent à parler du peuple, à lui faire croire qu'il l'aime, qu'ils sont là pour le choyer, etc. Mais c'est que de la parole. Les actes se transmettent et se transforment pas du tout là-dedans. Et par contre, dans les 30 Glorieuses, on a certainement eu, ça serait bien à étudier, mais on a eu des chefs d'État, donc cette élite qui monte, qui avait dans l'esprit le bien public. Et c'est pourquoi le monde y progressait, c'est-à-dire que le peuple était toujours un peu plus heureux de génération en génération. Les enfants étaient plus heureux que les parents, etc., etc. Là, c'est l'inverse. Le monde a fait refluer le fait que nos dominants, nos hommes politiques, aient donné les clés, l'argent, le truc à l'oligarchie, fait que l'oligarchie pille le peuple, et donc les enfants sont plus malheureux que leurs parents. Nous avons été une génération, ma génération, elle a été plus heureuse que la génération de mes enfants. C'est aberrant. Voilà, c'est quelque chose qui est anormal. Et ça veut dire que c'est la preuve que les dominants n'aiment pas le peuple, ne le comprennent pas, n'ont pas le bien commun dans l'esprit. Ils ont le bien de l'élite, quoi. Mais c'est comme ça, ils peuvent pas faire autrement. Ils sont inclus dans un monde qui change, et donc nos chefs d'État sont élus grâce aussi, entre autres, au pouvoir de l'oligarchie, et donc ils doivent convenir à l'oligarchie. Voilà, il y a tout un tas de raisons à ce que le monde soit tel qu'il est là. Exemple, une épreuve personnelle qui les rend tristes, ou l'oubli. Hein. Ils vont avoir certaines qualités qui font qu'ils vont garder le bien. Voilà, et donc les sophistes qui disaient à l'époque, c'est pour ça que ces gens-là ne devaient pas entendre les sophistes qui disaient, mais écoute, si tu peux, qui disaient en fait, il faut que tu sois machiavélique. Voilà, c'est comme ça que ça marche, c'est bien. Si tu te fais pas prendre en tant que chef d'État, si tu es machiavélique, tu vas en retirer toutes les satisfactions possibles. Donc c'est un peu ce genre de choses. Et donc ces dominants, ils ne sont pas attirés par les sirènes des sophistes. Actuellement, ils le sont justement. Donc, ils vont garder le bien public en tête et qui vont les distinguer des autres gardiens et créer cette classe de dirigeants. Donc, on a en fait 3 classes. La classe des dirigeants, la classe des auxiliaires qui sont, à proprement parler, les gardiens. Et d'ailleurs, on le voit dans les gens qui gravitent autour du chef de l'État. C'est des gens qui, pour certains, poussent, c'est des journalistes ou des gens qui sont influents qui ont été influents, qui sont influents dans des journaux comme Paris Match, machin, etc. Et donc qui amènent, qui les dirigent dans un sens
est vraiment sophistique. C'est des sophistes, quoi, avec l'esprit sophiste. Et ils écoutent ces gens-là, voilà. Ils écoutent ces gens qui sont plus proches de la voyoucratie que de l'éthique. Les gardiens, et puis la classe des producteurs. Qui est le peuple? Qui est bon, ça c'est une compréhension qu'on pourrait avoir, mais en fait c'est simplement les gens qui produisent, c'est-à-dire des artisans ou des agriculteurs, hein, et qui sont des cordonniers, qui font de leurs mains des choses. Forgerons, ouais. Forgerons, voilà, c'est ça. Mais alors quid du reste du monde, j'allais dire, enfin dire, il y a que ces trois catégories-là qui font partie de la cité, où sont les femmes, où sont les hommes qui ne sont pas des artisans ni des guerriers? Alors donc les hommes qui sont ni artisans ni guerriers, ça c'est une bonne question. Les femmes, on va voir ça dans le livre 5 en détail, que en réalité elles vont avoir exactement la même éducation que les hommes. Donc ça, voilà, c'est très intéressant. C'est très rare. Voilà. Et en tout cas, c'est là que sont les femmes. Elles sont aussi bien distribuées, disons, que le sont les hommes en ces trois classes. Elles peuvent monter dans toutes les hiérarchies. Distinctes. Alors bon, je pense pas. Alors je pense que les commerçants, voilà, qui sont un exemple auquel on pourrait penser, font partie de la classe des producteurs. Hein. Platon explique que les producteurs n'ont pas le temps d'aller au marché et donc ils doivent déléguer des gens qui vont aller au marché à leur place. Et d'ailleurs, il dit que c'est les gens qui sont les plus faibles physiquement. Ouais. Donc voilà, les gens les... Mais au fond, c'est clair, c'est le boulot de commerçant et le boulot de paysan, c'est deux mondes différents. Et c'est pas pour rien que Confucius mettait le monde des marchands en Chine comme la corporation la plus basse dans la hiérarchie des corporations. Voilà, les gens les plus faibles. Voilà qui n'arrange pas son cas. Voilà. Mais en tout cas, oui, c'est vrai, qui délègue la tâche de commerce à ceux qui n'ont pas la capacité de faire autre chose, et qui font passer leur temps au marché à attendre le moment propice pour signer des contrats. Alors, parmi les choses que l'on trouve nécessaires dans l'éducation de ces gardiens, donc il faut peut-être rappeler que l'éducation à Athènes comportait 3 grands chapitres, 3 grands temps. Il y a la lecture et la récitation, il y a la musique, il y a la gymnastique. Platon reprend ces différents temps et explique qu'il y a un problème, qu'il y a peut-être d'ailleurs une catégorie d'hommes qui n'est pas la bienvenue dans cette cité idéale. Et cette catégorie d'hommes, ce sont les poètes. Le bannissement des poètes par Platon a fait couler énormément d'encre depuis 25 siècles. Et on va essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui les poètes nuisent à la cité idéale selon Platon. C'est donc bien, s'il veut les exclure, c'est qu'il les considère comme dangereux. Ça veut dire que c'est pas parce qu'ils sont inutiles, Nicolas Zach, c'est qu'ils peuvent causer du mal à la cité. Pour revenir sur le marché, en fait, parce que la mécanique universelle critique beaucoup le système du marché. Pourquoi ? Mais c'est une sorte pour éclairer le fait que le système des valeurs, à mon sens, a été pris à partir des années 80, justement, à partir du néolibéralisme. Le système des valeurs a été pris en main par le marché. Et là, c'est-à-dire le pouvoir est passé à ce niveau-là et les valeurs ont été données par le système du marché. Et ça, c'était parfait pour passer pour la mondialisation. On ne pouvait pas passer autrement. C'était le marché qui devait prendre en main la mondialisation. Mais simplement, on peut voir les répercussions de cela, c'est-à-dire la marchandisation générale de l'être humain. Et c'est valable, le marché, c'est le marché mondial. C'est pareil en Chine, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Océanie, en Asie, etc. C'est le système du marché qui a pris, c'est les valeurs du marché qui a pris en main le système des valeurs. Alors, le système des valeurs avant, c'était l'héroïsme, l'éthique, la bienveillance, c'était les icônes, c'était Sœur Teresa, Sœur Emmanuel, l'abbé Pierre, voilà, maintenant on sait, on peut pas le voir de la même manière, mais à l'époque on connaissait pas tout ça, et évidemment c'était ceux qui faisaient le plus de bien, en somme, qui étaient survalorisés. Et puis à un certain moment, ça a été des footballeurs milliardaires, etc., etc. Donc c'est le changement de valeur qui est
préjudiciable. C'est-à-dire que les valeurs du marché ont pris le pouvoir. Et c'est ça qui, pour moi, était contestable. Bien que je comprenne que ça soit que ça ne pouvait pas être autrement. Mais il fallait critiquer ça. Quand j'ai commencé à écrire cette théorie, il y a 25 ans, il fallait critiquer ça parce que on était à fond dans ce truc-là. On était à fond dans les nouveaux carrés VIP, dans les boîtes de nuit, il y avait des endroits pour les milliardaires, etc. Bon, on voyait qu'on allait vers deux classes, vers la classe des pauvres, des indigents et la classe des milliardaires qui étaient là, et on survalorisait celui qui avait de la réussite. Bon, voilà, tapis, il fallait être des winners. Enfin, on rentrait dans ce truc-là, et ça, c'était, moi, j'étais devant ça effaré. Et donc, je contestais complètement cette chose. Donc, il y a un esprit critique très fort sur la mécanique universelle, sur ces valeurs-là, en disant, ben, il faut maintenant sortir de ça et redonner le système des valeurs aux philosophes, à l'empathique, voilà, à ce genre de choses. Et on voit bien que, en laissant le système des valeurs aux marchands, ben on se retrouve avec Trump, Musk, etc. Ça a pris encore plus de trucs. On pensait que là, le néolibéralisme était essoufflé et qu'il fallait sortir de ce truc-là. Et là, il a une sorte de dernier rebond. J'espère que c'est un dernier rebond avant son extinction ou avant de passer à autre chose. Mais en tout cas, il revient sur le truc parce qu'il veut pas lâcher prise. Il n'a pas compris que ça peut pas aller. Mais pourquoi? Parce que on n'a pas analysé la chose. La mécanique universelle n'a pas été mise en lumière. Si on avait éclairé ce qui est écrit, on aurait compris à quel point c'est préjudiciable et pour le néolibéralisme et pour les milliardaires et pour le peuple dans le monde. Voilà. Mal à la cité. Oui. Alors, comme vous avez dit, 25 siècles de débat et donc... Alors, on va arrêter là pour cette vidéo parce qu'elle fait déjà 40 minutes. Ça fait beaucoup. Et donc là, la prochaine vidéo, ça va être sur pourquoi les poètes, pourquoi la poésie, pourquoi l'art, d'une certaine manière, Platon le voit comme quelque chose de négatif. Il faudra regarder ça en face. Moi, je le découvre là, c'est l'épisode 3. Donc, on va le voir en même temps. À très bientôt et merci de votre écoute.